Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les C2E et les industries soumises au quota carbone. Donc ce webinaire est organisé par le pôle énergie en collaboration avec la société Greenflex. Alors nous sommes une petite vingtaine de participants, d'autres vont venir, on était une cinquantaine d'inscrits. Voilà, on a voulu organiser ce webinaire dédié au C2E et aux sites soumis au quota carbone suite à l'évolution de la loi Pacte en mai 2019 qui justement rend possible des financements par les C2E de mesures diminuant les émissions de CO2. Alors, nous avons une matinée, enfin, on a jusqu'à 10 heures, trois moments dans cette matinée. Nous aurons une intervention de Mathieu Dancre. Mathieu Dancre est le responsable business développement chez Greenflex. Greenflex est une filiale du groupe Total qui a été créée en 2009, qui est spécialisée dans le consulting, le financement, et puis des applications digitales aussi sur tout ce qui concerne l'environnement, l'énergie, la transition écologique. Ensuite, Herminie de Fréminville nous présentera les liens possibles ou en question, la question est loin d'être facile, entre justement les C2E et le fonds chaleur. Donc, Herminie de Fréminville est coordinatrice au pôle transition énergétique, énergie de récupération, industrie, à la direction régionale de l'ADEME des Hauts-de-France. Et puis ensuite, nous aurons Stéphane Andréani, qui est conseiller technique à la direction Europe au Conseil régional des Hauts-de-France et qui interviendra sur l'autre versant des cumuls possibles entre les C2E et les fonds FEDER pour des projets industriels. Voilà, de cette manière, l'idée est de pouvoir encourager les industriels à développer des projets d'investissement et à voir quelles sont toutes les sources possibles et entrer dans une démarche de neutralité carbone de plus en plus performante. Alors, donc je propose à Mathieu Dancre, je lui passe la parole pour présenter sa vision en tant que Greenflex sur la mise en œuvre d'une stratégie industrielle bas carbone avec les C2E. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean, merci beaucoup. N'hésite pas à compléter sur la présentation de Greenflex s'il faut. Non, c'est parfait. Donc effectivement, on avait à cœur en préparant cet événement. Alors je vais partager mon écran peut-être jusqu'au bout. Je crois que j'ai commencé mais j'ai pas finalisé. Hop. Voilà. Ce que je commençais à dire, donc, c'est effectivement, on avait à cœur de joindre la prise de parole publique à la prise de parole privée, tout simplement pour faire de la pédagogie sur ce sujet, à la fois sur le dispositif donc, et sur les solutions qu'un acteur comme Greenflex peut apporter. En introduction également, notre vision, c'est qu'avant le Covid-19, ce sujet était un axe majeur de développement, de mise en œuvre de la décarbonation dans l'industrie lourde, puisqu'on parle de l'industrie soumise à quota carbone, un axe majeur d'incitation et d'activation. C'est un maître mot qui est inhérent au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et je suis tenté de penser que les prochaines semaines et les prochains mois devraient, à mon sens, renforcer le caractère opérant de ce dispositif. Alors, j'ai prévu une présentation en deux parties. Une première partie donc qui va introduire tout simplement la partie réglementaire
et ça ne restera qu'une introduction et une sensibilisation, le sujet présentant une certaine profondeur. Ensuite, en deuxième partie, je parlerai plutôt de retour d'expérience et des liens d'ailleurs avec des stratégies de mutualisation et de décarbonation que nous développons actuellement avec le cabinet Fast Energy pour la communauté urbaine de Dunkerque, donc dans le Dunkerquois. Donc, alors de quoi parle-t-on au départ? On parle des industriels qui sont de plus en plus incités à réduire leurs émissions CO2 à travers finalement un dispositif de quotas gratuits qui n'était pas contraignant au départ et qui le devient, puisqu'on parle d'une baisse de 1,8% par an de 2013 à 2020 et qui va passer à 2,2% par an de 2021 à 2030. Ce qui répond à un objectif global d'ailleurs d'une baisse de 35%, ce qui n'est pas rien, entre 2015 et 2030. Hein. Sur les émissions carbone, les sites ETS représentent 15% des émissions nationales, et soit 80 millions de tonnes, et donc dans l'objectif de passer à un petit peu plus de 50 millions de tonnes. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, l'enjeu volumique. Et on est dans un contexte de marché qui est également très très volatile, puisque toutes les émissions des industriels qui se font au-delà des quotas gratuits doivent s'acheter sur les marchés. Et ces marchés-là, donc comme je commençais à le dire, ont montré jusqu'à présent une extrême volatilité supérieure à celle des marchés de l'électricité, pétrole et du gaz. Et ce qui pose aussi également la question d'une certaine incertitude finalement sur la période à venir, 2021-2030. Parle-t-on d'un prix à 20 euros la tonne ou 40 euros la tonne, et c'est pas sans conséquences et sans enjeu. Ce qu'il était peut-être moins dans le passé, puisque il y avait une bonne couverture par les quotas gratuits. Donc dans ce contexte, donc beaucoup d'industriels vont devoir acheter des quotas carbone sur le marché des quotas, sauf si évidemment les acteurs concernés réduisent leurs émissions. Et c'est dans ce cadre-là, pour favoriser les économies de CO2 par des actions de performance énergétique, donc par les économies d'énergie, que le dispositif des C2E s'ouvre aux sites soumis aux quotas carbone. Et donc concrètement, en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas bien ce dispositif, c'est une prime qui est versée à un industriel soumis à quota carbone s'il réalise ses opérations d'économie d'énergie. Et on va voir dans les conditions dans lesquelles euh, ils peuvent en bénéficier. Voilà, donc très rapidement là aussi, hein, le dispositif des C2E, donc comme vous le voyez, c'est un dispositif qui a une maturité de 15 ans, qui a gagné en maturité, et donc sur des périodes de 3 ou 4 ans, chaque fournisseur d'énergie ou distributeur de carburant se doit de démontrer des actions d'économie d'énergie sur le territoire national. Et ce, en fonction de ces volumes de vente en fait d'énergie. Alors on parle dans ce domaine-là en kilowattheure Qmac. Qu'est-ce qu'un kilowattheure Qmac? C'est une économie d'énergie annuelle cumulée sur une certaine durée de vie qui est cadrée réglementairement pour les différents types d'actions et d'opérations. Donc comprendre par là différents types d'équipements qui vont produire des utilités, de l'air comprimé, du chaud, du froid, notamment, fois un certain coefficient d'actualisation. Et vous avez ainsi la formule magique qui compose kilowattheure cumulé actualisé, donc dit Qmac. Par période, le chiffre que vous avez qui est indiqué, 700 TWh Qmac, par exemple sur la période 2015-2017, c'est l'enveloppe globale nationale répartie sur l'ensemble des obligés, dont les principaux sont Total, EDF, Siplec, la filiale de Leclerc et Engie. Et donc, cette enveloppe globale est répartie sur l'ensemble des obligés. Et j'ai envie de faire deux remarques, deux commentaires avec ces chiffres. C'est que
les durées de vie forfaitaires, en fait, hein, dont j'ai parlé quand on parlait de kilowattheure Qmax, dans l'industrie, elles sont généralement supérieures à une dizaine d'années. Et donc, un projet qui est réalisé sur une période donnée, mettons 2015-2017, ne peut pas de nouveau se réaliser sur la période suivante, 2018-2021. Donc, ça amène une deuxième remarque, c'est que d'une période sur l'autre, non seulement, comme vous le voyez, il faut aller chercher plus de projets. On passe de 700 TWh Qmax à 2015-2017 à 1600 TWh Qmax sur 2018-2021. Donc, il faut aller chercher plus de projets et en plus de nouveaux projets. On ne peut pas reprendre les mêmes. Donc, là où je veux en venir, c'est que tout ça crée une tension évidemment sur un marché, le marché du C2E, où vous voyez par exemple qu'en septembre 2016, on était à un marché assez peu tendu à 1,5 € par mégawattheure Qmax, donc de la troisième période, à la quatrième période dans laquelle nous sommes. Où le prix du C2E pardon, est passé à 7-8 € du mégawattheure Qmax. Donc concrètement, si on prend un projet qui pouvait bénéficier d'une prime de 150 000 € en 2016, aujourd'hui en 2019 à 2020 même, il rapporte 700 à 800 000 €. Et je parle pour une opération équivalente. Voilà. Donc ceci dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, puisqu'un plafond existe et a été fixé par l'État, un plafond de prix associé en fait à une pénalité de 15 € par mégawattheure Qmax, c'est-à-dire qu'un obligé qui ne répond pas à son obligation en fin de période, il va payer 15 € par mégawattheure Qmax, à comparer 3, 4, 5 ou 7 ou 8 dont je parlais s'il réalise les opérations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché il s'approchait trop dangereusement des 15 € par mégawattheure Qmax, l'obligé s'arrêterait d'aller produire, de collecter des opérations d'économie d'énergie pour aller directement payer la pénalité. Voilà. Donc, cette pénalité fait office de plafond en fait sur ce marché des C2E. Je dis tout simplement aux industriels, n'attendez pas des prix qui dépasseraient ces 12 ou 15 € du mégawattheure Qmax, puisque les obligés n'iraient pas vous financer pour ces projets-là. Donc ensuite, charge à l'État aussi charge à l'État de proposer des gisements de C2E. Il le fait dans cette quatrième période 2018-2021 à travers deux actions principales majeures. Pour les particuliers, je ne vais pas m'étendre dessus, à travers les opérations coup de pouce dont vous avez sans doute entendu parler, qui viennent finalement bonifier des volumes de C2E pour des chaudières ou des packs notamment, ou pour l'isolation de combles. Et puis, en ce qui nous concerne aujourd'hui, pour l'industrie, à travers l'ouverture du dispositif aux sites soumis à quota carbone, dans l'idée qu'auparavant, donc ils bénéficiaient déjà de quotas gratuits, pour certains secteurs plus qu'il n'en faut, et du fait de la baisse, comme je l'évoquais juste avant, de quotas gratuits, ça redonne un coup de pouce à cette industrie pour aller financer des projets d'économie d'énergie. Alors, quels sont quel est le dispositif finalement qui se met en place pour les sites ETS? Alors, il faut savoir qu'au départ, il y a trois types d'opérations de certification d'économie d'énergie liées au dispositif des C2E, des opérations standardisées qui sont là pour répondre à, je dirais, un objectif de massification pour des opérations standardisées. Il ne s'agira pas d'aller vérifier pour chaque chaudière de particulier quelles sont les économies d'énergie réalisées effectives sur place, sans quoi le dispositif serait complètement inopérant, mais d'aller donner une prime pour des équipements dont on sait globalement qu'ils apportent une performance par rapport à un équipement, à une performance moyenne sur le marché de cet équipement. Et donc, on a des opérations ainsi dans le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, l'agriculture et les réseaux. Et voilà pour les opérations standardisées. Donc, ça représente 90% des C2E délivrés sur la troisième période. Et
les opérations spécifiques sont des opérations qui ont été beaucoup moins courantes jusqu'à présent. Le principe à la base d'une opération spécifique, il est simple, hein. C'est une opération d'économie d'énergie qui n'est pas référencée à travers des opérations standardisées. Les opérations standardisées étant décrites par des fiches, hein, et donc il y en a 193, donc effectivement j'ai oublié de le dire juste auparavant, qui sont décrites notamment dans un livre fourni par la T2E. Donc ces opérations spécifiques, il y en a eu assez peu, et on va rentrer dans le dispositif plus précisément, puisque les sites soumis à quota carbone doivent faire l'objet d'opérations spécifiques pour bénéficier de ces 2E. Et puis je le cite là très rapidement. Il y a une troisième piste pour bénéficier de ces 2E, c'est de mettre en place des programmes de bonification, de sensibilisation, d'information et de formation également, favorisant les économies d'énergie. À ce titre, d'ailleurs, je souligne juste le programme de sensibilisation et de formation auquel Greenflex participe et a été éligible par l'ADEME, qui valide en fait les programmes de C2E. Ce sont 2 jours de formation à disposition des industriels pour financer et sensibiliser au financement en fait des projets d'efficacité énergétique dans l'industrie, et projets même bas carbone. Il y a une évolution en ce sens récente. Voilà. Alors, les éléments constitutifs d'un dossier spécifique, en fait, il y a une composante qui est commune aux opérations standardisées, c'est la dimension active. Il va falloir fournir, je dirais, des éléments de preuve du rôle actif et incitatif de l'obligé qui va vous verser la prime, et ce avant d'effectuer une opération. Donc ça, c'est très important. Et puis des éléments de preuve également après réalisation des travaux, pour attester du fait de la bonne exécution et de l'installation des équipements sources d'économie d'énergie sur site. Et la composante essentielle et qui va distinguer une opération spécifique d'une opération standardisée, c'est la dimension technique. Il va falloir, je dirais, démontrer à travers une démarche rigoureuse le chiffrage estimé des économies d'énergie, et le démontrer ensuite à travers du mesurage. Le dossier, en fait, ce qui le distingue également, c'est son traitement administratif par les institutions, puisque là, il va y avoir à la fois une instruction administrative et une instruction technique du dossier, jointe co-instruite entre le PNC2E et l'ADEME. Sur une durée a priori de 6 mois, sachant que voilà, si il y a des éléments manquants, le dossier il doit quelque part repartir de zéro dans son instruction, enfin dans le pire des cas, mais ça fait que voilà, il y a un minimum, je dirais, de 6 mois à intégrer dans l'instruction d'un dossier qui est préalable, bien entendu, au versement de la prime. Si on rentre un peu plus dans le détail du contenu technique, de la partie technique d'une opération spécifique, en fait, il y a 6 éléments. Alors, un élément, enfin, chaque élément est nécessaire, en fait, hein. Le premier, c'est un audit énergétique, et quand bien même, qui couvre le périmètre du projet, et quand bien même, il faudra être ISO 50001 version 2018 d'ailleurs, pour bénéficier de C2E quand on a un site soumis à quota carbone. Cette certification ISO 50001 ne se substitue pas à un audit énergétique. Il faut effectivement réaliser un audit qui couvrira le périmètre du projet et qui va permettre d'amorcer, je dirais, la description de la situation avant l'opération. Il faudra également fournir une description
description de la situation de référence. Alors, dans certains cas, cette situation de référence pourra être la situation initiale. Dans d'autres, ce ne sera pas le cas, notamment quand on sera sur des équipements qui seront référencés dans des BRF ou des éléments d'information d'équipements équivalents sur une place de marché bien référencée. Donc la situation de référence, c'est un élément essentiel et pivot pour aller calculer des économies d'énergie, puisque toutes les économies d'énergie vont devoir se calculer en référence à la situation de référence et non pas à la situation initiale, sauf bien entendu quand la situation de référence correspondra à la situation initiale. Un autre élément, la quatrième, c'est bien entendu d'aller construire la situation prévisionnelle, celle qui sera prévue après l'opération. Donc de ce point de vue-là, un calcul de C2E s'appuie quand même sur des projets déjà bien avancés, de type avant-projet détaillé, plus qu'à une phase d'esquisse ou d'avant-projet sommaire, qui serviront peut-être davantage à la constitution, enfin, à un préchiffrage ou à une première estimation, mais le dossier technique lui-même de constitution d'une opération spécifique, il s'appuie sur des éléments très détaillés, type de vie ou autre. Et puis le cinquième élément, donc c'est le calcul des économies d'énergie annuelles attendues, avec une justification, et ça c'est très important, du choix de la durée de vie. Est-ce qu'on est sur 15 ans, 10 ans ou 20 ans Par défaut, on s'appuie sur une durée de vie de 15 ans. Pour aller au-delà, il faut le justifier soigneusement. Ça peut se faire d'ailleurs en référence à des fiches standardisées qui peuvent avoir des durées de vie de plus de 15 ans. Je pense notamment à la valorisation de chaleur fatale, où là, on peut éventuellement aller sur des durées de vie de 20 ans. Un élément très important, c'est également le temps de retour brut de l'opération. Dans le cas des sites soumis à quota carbone, il devrait être supérieur à 3 ans. Donc l'objectif étant d'inciter et d'accompagner la réalisation de travaux qui ne se seraient pas faits sans cette, enfin de travaux d'économie d'énergie, pardon, qui ne se seraient pas faits sans cette aide au C2E. Voilà, vous avez un peu le déroulé en dessous. Le mesurage ex post, il était facultatif et fortement recommandé, je dirais, pour une opération spécifique lambda. Dans le cadre des sites soumis à quota carbone, il est exigé. Voilà. Donc ici est résumé d'ailleurs à travers une planche que j'ai repris de la T2E, un résumé, je dirais, des spécificités du dispositif C2E pour les sites ETS. Donc on retrouve à gauche le fait qu'il faille être certifié ISO 50001. Donc il faut être certifié seulement à la date du mesurage si on s'engage dans une opération C2E avant la fin de cette année. Ça laisse un peu de temps, je dirais, pour rentrer dans le dispositif et s'engager par contre relativement rapidement. À l'inverse, passer cette année, dès l'année prochaine, il faudra être certifié à la date d'engagement. La date d'engagement, concrètement, c'est avant la date de signature des bons de commande et des devis. Un autre point important, c'est la notion de ligne directrice harmonisée, donc sur la droite, qui est un cadre, je dirais, qui va permettre de réduire le risque réglementaire et le risque d'obtention des volumes C2E au moment où on lance une opération. Une ligne directrice harmonisée, en fait, ça fait référence à une opération standardisée, tout en déroulant la mécanique des 6 étapes que je viens d'évoquer. Des opérations spécifiques, mais qui inclut en fait à travers cette fiche standardisée modifiée finalement un cadre tel que la définition de la situation de référence, la durée de vie, autant de questions qu'on n'a pas à se poser finalement quand on fait référence à ces lignes directrices harmonisées. Aujourd'hui, concrètement, il y en a 2 qui ont été officialisées, une de récupération de chaleur sur les groupes froids et une autre sur la valorisation de chaleur fatale à l'extérieur des sites. Il y en a 7 ou 8 au global en projet. Certaines devraient sortir très rapidement. Je pense notamment à tout ce qui est chaufferie, CSR et biomasse.
voilà, elle devait sortir en fin d'année. Il y a eu un petit peu de retard, mais elle devrait pas tarder. Et encore une fois, c'est un cadre très qui est facilitateur, en tout cas pour à la fois pour vous industriels et pour nous qui allons réaliser ces dossiers. N'apparaît pas. Alors si, ce qui est important aussi, c'est la bonification donc du forfait sur les C2E quand une opération d'économie d'énergie s'accompagne d'un changement de combustible. Hein, vous avez une chaudière gaz, vous passez à une chaudière biomasse ou CSR. Toutes les opérations d'économie d'énergie qui vont être en aval, je dirais, de cette chaudière gaz qui devient biomasse ou CSR, donc, va bénéficier d'un coefficient multiplicatif absolument non négligeable. On va parler d'un coefficient 2, 3 ou voire 4 si à la base on était sur du charbon. Et règle de bonification étant à distinguer de la notion de cumulativité. Hein. Après, vous avez une présentation fond chaleur, cumulativité fond chaleur et C2E. La cumulativité et la bonification sont deux choses différentes. Hein. La bonification, c'est simplement plus de C2E. Le fond chaleur, c'est une aide supplémentaire à une aide C2E. Doivent être pris en compte les économies de CO2 dans le calcul du TRI. Donc là, on vous a indiqué ici les 22,41 € pour toute opération qui se ferait en 2020. Le prix pour 2021 sera fixé à partir de la mi-année 2020, puisqu'on applique un an d'historique de prix du 1er juillet au 1er juillet de l'année précédente. Pour fixer le prix qui doit être pris en compte dans les économies de CO2 qui intervient dans le calcul du TRI, puisque le TRI est calculé sur la base des CAPEX ou du coup de la surperformance si jamais la situation de référence est différente de la situation initiale, versus dynamiteur, les économies d'énergie liées à cet investissement ou à ce surinvestissement. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans les aspects réglementaires. Là, l'idée, c'était quand même d'avoir un panorama complet de la démarche, mais peut-être davantage finalement ici vous entrez finalement dans le résumé de Greenflex, où est-ce qu'on se situe dans cet écosystème. Donc, comme ça a été dit par Jean en introduction, Jean Gravelier, Greenflex est une filiale de Total à 100%. On est mandaté par Total pour aller collecter les C2E, notamment les opérations spécifiques dans l'industrie soumise à quota carbone. Et donc, pour ça, on s'appuie sur toute notre expérience en termes de C2E qui repose depuis plus de 5 ans maintenant, notamment sur les opérations standardisées. Et je dirais c'est à travers une démarche d'accompagnement des industriels sur la décarbonation que on a développé cette offre sur les C2E spécifiques. Comment déroule-t-on cet accompagnement? Tout d'abord, je dirais par une convention qui peut s'entendre comme une espèce de lettre d'intention qui n'a pas à ce stade-là une valeur d'engagement ferme et définitive, mais qui présente un cadre réglementaire qui inclut finalement qui est un premier pas vers le rôle actif et incitatif d'un obligé vis-à-vis d'un industriel qui aurait des projets d'économie d'énergie. Et donc, c'est vraiment la première étape, la première chose à faire avant de démarrer quoi que ce soit, c'est de signer cette lettre d'intention ou de convention, donc, pour ensuite rentrer dans une espèce de due deal, finalement, puisqu'on peut considérer cette partie technique comme une due deal technique qui va permettre d'estimer plus finement un volume de C2E pour ensuite arriver à l'étape 2, à cette phase d'engagement C2E qui va présenter le volume estimé et l'éligibilité du projet et symbolisé, enfin plus que symbolisé, représenté par un accord de prix sur les C2E.
qui est figé à ce moment-là. Pour autant que l'opération puisse être valorisable au titre de la quatrième période des C2E. Pour aller au-delà, on retourne sur des mécaniques d'indexation sur la cinquième période. On a une certaine visibilité aujourd'hui sur la cinquième période, même si on aspire, comme beaucoup d'acteurs, à avoir plus de visibilité sur ce sujet. Mais enfin, on se veut rassurant. On n'a pas de doute sur le fait qu'il y ait une cinquième période de 2022. Par contre, 2024 ou 2025, les choses ne sont pas encore complètement claires sur le sujet. Donc une fois que cet engagement est signé, les bons de commande peuvent être signés, les travaux lancés, une fois que les travaux sont terminés, on rentre dans une phase de mesurage, alors qui va de 2 mois à 12 mois, selon qu'il y ait une certaine saisonnalité ou pas sur les économies d'énergie. Et au bout des 12 mois, le dossier est constitué, on peut déposer auprès du PNC2E le dossier. Arrive le délai d'instruction que j'ai présenté en introduction, qui a une durée de minimum de 6 mois. Et c'est au bout de cette période que donc le dossier est validé et que vous pouvez bénéficier d'une prime C2E. Donc vous voyez que, et on y reviendra à travers des cas concrets, le C2E spécifique ne se fait pas en un jour. Il faut compter un minimum de 2 ans, voire 3, dans le cas de travaux lourds et complexes, pour bénéficier de C2E. Voilà. Alors, on propose des services de préfinancement dans certains cas, notamment au moment du dépôt, et non pas uniquement à la phase de validation du dossier. Voilà, je regarde le temps, excusez-moi, si je suis bavard. Oui, j'ai presque même dépassé mon temps. Alors du coup, je vais être extrêmement rapide, je vais aller sur les cas concrets. Donc en termes de cas concrets, ici vous avez un site sucrier. Donc dans le cadre d'une mission globale de décarbonation, vous voyez, un opérateur sucrier donc a des sites soumis à quota carbone en France. Et pour l'accompagner dans sa décarbonation, on a mis en place des opérations. On met en place, pardon, puisque l'opération est évidemment pas terminée, on met en place des opérations de récupération de chaleur. Ici, donc, vous avez deux opérations de récupération de chaleur à travers la mise en place d'un condenseur sur des buées de déshydratation et l'utilisation de ces calories sur un sécheur basse température, et puis sur du réchauffage des d'eau de presse par des buées de carbonatation. Ce qu'il faut retenir, c'est le gisement C2E. On parle de 250 GWh/max, de 5000 tonnes de CO2 économisées par an, et avec une estimation d'un montant de C2E qui peut couvrir 60%, enfin qui couvrirait 60% du CAPEX. Voilà, si je passe non, donc un élément important. Ici, on est sur un timing qui est compatible avec la quatrième période, puisque on viendrait déposer le dossier en avril 2022, correspondant vraiment à la fin de la phase 4, puisque en gros, on a jusqu'à avril-mai pour finaliser un dossier sur une quatrième période. Donc on est vraiment limite, et c'est un des risques majeurs de ce dossier-là, c'est précisément celui-là. Un autre exemple, c'est pour une raffinerie où là aussi on fait de la récupération de chaleur au niveau d'une distillation atmosphérique. Là, on est sur un volume de C2E encore plus conséquent. On parle de 630 GWh/max, 15 000 tonnes de CO2 évitées par an, et une couverture du montant de C2E estimé à 90%. Donc là, on est sur une quasi totale couverture du financement du projet. Et c'est en ce sens que je disais que ce dispositif aussi, il doit permettre à certains industriels, je dirais, de sortir du Covid, dans la mesure où
certains projets qui étaient majeurs et significatifs à l'aune de cette subvention C2E ne doivent pas forcément s'arrêter. Et au contraire, dans la mesure où ils sont quasiment totalement financés ou en grande partie financés, ce serait dommage de les arrêter. Là, le sujet, il est plus sur la timeline, puisqu'on va rentrer dans une valorisation de 5e période, alors qui est convenue et complètement acceptée par le partenaire industriel. On a une mécanique de fixation du prix qu'on pourra évidemment discuter avec vous le moment venu. Un autre élément, et je m'arrêterai là, je pense, c'est tout ce qui touche au réseau de chaleur et à la valorisation externe de chaleur fatale. Donc, les industriels donc sont incités quelque part à valoriser leur chaleur fatale sur leur propre site et en cas de surplus à valoriser à l'extérieur de leur site cette chaleur fatale. On est dans un schéma de mutualisation et qui dit mutualisation dit carbonation en fait. Et c'est précisément un des objectifs de l'étude en cours d'une création d'autoroute de la chaleur dans le Dunkerquois, c'est de fédérer les gisements de chaleur fatale des sites industriels de la zone soumise à quota carbone pour offrir un débouché attractif sur le plan économique pour les industriels, soit en place, soit qui arriveraient dans les prochains mois ou prochaines années, pour bénéficier d'une chaleur pas chère et diversifiée, la diversification allant dans le sens d'une sécurité d'approvisionnement. Voilà, donc je suis allé largement au-delà du cas concret que je voulais vous présenter pour faire court, mais vous voyez les enjeux. Ici, on parle de 1,4 TWh, c'est quand même gigantesque. Alors ici, on est dans une zone plutôt du Havre, mais des réflexions en cours sur Dunkerque pourrait tout à fait s'appliquer ici. Là, le sujet, il est également sur l'existence ou non d'une 5e période. Mais vous voyez la phase de dépôt, on arriverait là sur du 2024. Voilà. Je propose de m'arrêter ici. On vous communiquera les slides. Non, je vais juste, peut-être encore un dernier commentaire. Dans cette slide, justement, je voulais vous amener progressivement à la multiplicité, enfin pas la multiplicité, mais à la cumulativité ou à une clarification des différentes aides dans le cadre de projets de décarbonation, puisque vous avez des aides dans le cadre d'une certaine mutualisation, que ce soit à travers la cumulativité entre le fonds chaleur et les C2E, entre le fonds FEDER et les C2E, voire même peut-être à travers d'autres aides, dans le cadre de schémas peut-être un peu plus innovants. Et puis sur la décarbonation, donc à travers Schröder Biomasse et CSR, puisque vous avez des appels à projets ou la possibilité de déposer des dossiers BCIAT, où là aussi il y a un cumul ou une bonification avec les C2E. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Voilà, vous avez mes coordonnées ici. On sera ravis à Greenflex de vous accompagner, comme vous l'avez compris, sur la constitution de vos dossiers C2E, C2E spécifiques ou standardisés. Voilà, je laisse la parole à Madame de Fréminville de l'ADEME. Peut-être juste avant, Monsieur Dancre, il y a une question, ou même deux questions. Alors, je lis la question qui a été posée, peut-être vous la voyez aussi sur le site. Vous indiquez que seules les opérations spécifiques sont possibles pour les sites PNAQ, mais les opérations qui ne contribuent pas à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, mais qui correspondent à une fiche d'opération standardisée, peuvent-ils être valorisées en opération standardisée? Alors effectivement, tout ce qui n'est pas sur le périmètre de surveillance ICP, enfin les installations classées, tout ce qui n'est pas sous le périmètre surveillance PNAQ, en fait, peut bénéficier d'opérations standardisées. Un variateur de vitesse sur un équipement électrique
hors périmètre de surveillance peut tout à fait bénéficier, enfin peut tout à fait s'accompagner d'une fiche standardisée. Il n'y a pas besoin de faire une opération spécifique. C'est là où les économies, je dirais, les économies de CO2 s'accompagnent d'économies d'énergie, dans la mesure où on va parler essentiellement d'énergie fossile. Puis il y a une deuxième petite question, c'est la durée de 20 ans de certaines fiches standards certificats d'économie d'énergie pose-t-elle problème au dossier de tiers investissement? C'est vrai que je n'ai pas parlé de la question du tiers investissement. Elle doit se faire proprement et intégrer effectivement la durée de vie de la fiche. Donc comprendre par là que il faut trouver un moyen d'engager un partenaire financier sur la durée de vie de la fiche. Ou alors il y a un prorata en fait, hein, qui est déterminé. C'est-à-dire que si il y a un financement sur 10 ans pour une fiche qui a une durée de vie de 20 ans, à ce moment-là, c'est la moitié des C2E qui sont versés aux bénéficiaires. D'accord. Bon, mais merci beaucoup Mathieu d'Ancre pour cette intervention qui pose bien le cadre des C2E. Du coup, ben, on peut maintenant compléter avec le fonds chaleur. Donc, Herminie de Fréminville, je rappelle que vous êtes coordinatrice du pôle transition énergétique à la direction régionale de l'ADEME des Hauts-de-France. Donc, je vous laisse la parole pour nous parler des possibilités de cumuler les C2E avec d'autres dispositifs existants gérés par l'ADEME comme le fonds chaleur. Merci, merci à tous. Alors, je vais passer en mode présentation. Voilà. Jean, vous voyez bien mon écran? Bien. Ok, très bien. Voilà, Hermine de Fréminville, je coordonne le pôle transition énergétique à l'ADEME Hauts-de-France. Je suis basée à Douai, mais nous avons aussi un autre site à Amiens avec d'autres ingénieurs. Nous travaillons tous sur le grand territoire, territoire Hauts-de-France. Et je suis en charge notamment de tous les projets de récupération de chaleur fatale et des réseaux de chaleur associés. Alors aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler de ces fameux projets de chaleur fatale, puisque nous, à l'ADEME, nous intervenons dans le cadre du Fonds chaleur essentiellement sur le thème de l'efficacité énergétique sur les projets de récupération de chaleur fatale. C'est vraiment le seul thème sur lequel le Fonds chaleur peut accompagner le porteur de projet. Alors quand même, un retour sur notre région pour vous montrer à quel point ce thème de la chaleur fatale est vraiment très très important chez nous. On est vraiment un territoire de référence. Nous sommes une région où on a un potentiel vraiment énorme avec Normandie et Grand Est. Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que on sait, à travers le master plan de la fameuse troisième révolution industrielle, on s'est mis des objectifs très très importants pour notre région, à savoir qu'aujourd'hui notre consommation régionale elle est de 200 TWh par an. Ce qui est important, chaleur et ELEC, bien sûr, toute consommation énergétique. Et notre projection pour 2050, pour une prospective, elle doit être divisée par 2. C'est-à-dire que d'ici 2050, nous devons passer à 100 TWh de conso énergétique. Voilà, donc le challenge est quand même énorme et bien entendu, ces 100 TWh, le souhait de la région, c'est que ce soit 100% ENR et R. Donc là, vous voyez bien que on a un challenge énorme qui nous attend, mais on a aussi une région riche en industrie, que ce soit en sidérurgie, mais aussi en agroalimentaire. On a 6 ou 7 incinérateurs,
Donc, on a un territoire avec un potentiel de récupération de chaleur fatale qui est énorme. On est à peu près à 10 TWh par an, ce qui est considérable pour notre région, dont 4 TWh ne serait-ce que dans le bassin de Dunkerque. Donc voilà, le potentiel est là. Aujourd'hui, bien entendu, il faut qu'on trouve des utilités. Donc soit en interne pour valoriser cette chaleur au sein du site industriel, soit à l'extérieur, pourquoi pas via un réseau de chaleur. Depuis 2016, on a quand même, depuis que la récupération de chaleur fatale est éligible dans le cadre du fonds chaleur, on a quand même bien avancé. Hein, on approche le térawattheure. J'ai pas ajouté les opérations de cette année, mais on n'en est pas loin. Là, je vous parle simplement des projets qui ont été financés dans le cadre du fonds chaleur. Bien entendu, on a aussi de nombreux industriels qui passent à l'acte, qui font des récupérations de chaleur fatale sans nous demander forcément d'aide. Pour eux, c'est de la gestion de bons pères de famille et ils ont déjà mis en place des systèmes de récup. Donc voilà, avec des fonds ADEME et FEDER, Stéphane Andriani vous en parlera plus après, on a pu, depuis ces dernières années, intervenir à peu près à 30 millions d'euros côté ADEME et 20 millions d'euros côté FEDER, ce qui représente sur le territoire 140 millions d'investissements de nos industriels et collectivités. Donc, voilà pour cette première. Donc, de quoi parle-t-on, la chaleur fatale? Ça représente quand même, ça peut aller jusqu'à 60% de l'énergie consommée par l'industriel, donc c'est absolument énorme pour sa chaleur utile, vraiment pour son process, elle reste assez faible, entre 20 à 40%. Bon, il restera toujours, vous voyez sur ce schéma, une chaleur perdue, ne serait-ce qu'à l'ouverture des fours. C'est la flèche violette. Par contre, on peut en récupérer, on peut en valoriser. Alors, si bien sûr l'industriel récupère sur son process, ne serait-ce que des économiseurs, c'est déjà hyper intéressant de le faire et ce serait quand même un peu fou aujourd'hui de ne pas le faire. Mais au-delà de ça, si c'est une récup sur un autre process ou pour un réseau de chaleur à l'extérieur, là en plus les aides de l'État sont là pour aider ces projets. Alors, quels sites sont concernés? J'ai mis les sites industriels, les hôpitaux, les data centers, mais tous les sites sont concernés. Aujourd'hui, on peut même aider une petite PME à faire de la récup. Si on a à peu près 1 gigawattheure de valorisable, on va les accompagner, bien entendu. On ne va pas notre champ d'action n'est pas que chez les gros industriels, il y a aussi des économies à faire chez les plus petits. Alors, évidemment, on ne va pas aider que le captage, c'est-à-dire l'échangeur. On va aussi aider l'ensemble du processus de captation jusqu'au lieu de consommation. Donc, s'il y a un système de stockage associé, une PAC pour relever la température si nécessaire, on va bien entendu accompagner le projet. On va faire en sorte que la plupart des investissements soient éligibles, bien au contraire. Et puis, par un autre système d'aide, on va aussi pouvoir financer la majorité une grosse partie de la distribution de cette chaleur, que ce soit en interne pour amener le tuyau tout simplement sur un autre process ou pour un réseau de chaleur à l'extérieur du site. Donc, les principales conditions d'éligibilité, je vous l'avais déjà dit. Donc, nous avons, il faut bien entendu emmener la chaleur sur un autre process. On ne peut pas, dans le cadre du fonds chaleur, on ne peut pas aider un process sur
sur l'unité sur laquelle on va récupérer la chaleur. Là, il y a des possibilités, notamment à travers les C2E sur les économiseurs. Donc voilà, on considère que le fonds chaleur n'a pas à intervenir sur une récup pour le même procédé. Bien entendu, fonds chaleur dit que on aide la chaleur, hein, on n'aide pas tout ce qui est vecteur électrique. Alors, on peut accompagner aussi tout ce qui est les systèmes de remontée de température. Il faut bien garder en tête que on est là pour valoriser un nouveau gisement d'énergie hein, par rapport à la situation initiale. Voilà, il faut qu'il y ait aussi un gain en énergie primaire important. Pour tout ce qui est le remplacement d'équipements existants, on va pouvoir accompagner aussi, mais uniquement si on a toujours ce nouveau gisement, si on peut accroître la quantité de chaleur valorisée. Il faut vraiment considérer que l'aide de l'ADEME vient pour une opération qui vient en plus, quoi. Et puis, on va travailler sur le surcoût. On va travailler sur le surcoût pour vraiment insister sur ce passage à l'acte. Alors, comme le disait Mathieu Dancre tout à l'heure, pour ces opérations, bien entendu, il faut avoir fait une étude énergétique. Alors, l'audit énergétique, pour la plupart des gros industriels, est de toute façon réglementaire. Donc, sur cet audit, on ne peut pas, bien sûr, l'accompagner puisque nous n'accompagnons pas les opérations dites réglementaires. Par contre, sur une étude de faisabilité, là, bien sûr, on peut accompagner le porteur de projet. L'idée, évidemment, c'est d'aller voir hein, où est cette chaleur fatale, comment on peut la récupérer, aller regarder aussi les utilités sur le site industriel, parce que l'idée, c'est avant tout regarder si l'industriel a des besoins hein, avant d'aller l'envoyer ailleurs. Et puis, au-delà de la faisabilité d'une récupération éventuelle de chaleur, bien entendu, dans cette étude, s'il y a une identification d'actions à mener en efficacité pure, on va aussi, ça sera éligible dans le cadre de notre étude. Et puis, à la fin de cette étude, le bureau d'études qui est choisi se doit aussi de montrer la meilleure stratégie, hein, d'élaborer plusieurs scénarios pour que l'industriel, plusieurs scénarios tant techniques qu'économiques, hein, avec une recherche d'aide potentielle, que ce soit le fonds chaleur, des C2E, du FEDER. C'est-à-dire qu'à la fin de cette étude, l'industriel, le porteur de projet, doit pouvoir se décider. Il a toutes les clés en main vraiment pour passer à l'action, savoir la meilleure stratégie à mener et puis combien ça va lui coûter et comment il va pouvoir être accompagné pour lancer tous ces investissements. Alors, quand même des nouvelles actions depuis 2018. Hein, ce qu'il faut savoir avec ces canicules incessantes, on a bien compris qu'on aurait bientôt des problèmes de refroidissement. Hein. Et donc, le fonds chaleur, maintenant, aide le froid. Voilà, c'est quelque chose qui est important. On n'a pas eu encore de projet vraiment en Hauts-de-France, mais il faut, enfin, on commence à avoir des projets en industrie hein, pour refroidir chez certains industriels. Mais voilà, ça c'est vraiment un nouveau thème sur lequel nous pouvons travailler. Tout ce qui est production de froid à partir, bien sûr, hein, de chaleur fatale. Donc tout ce qui est pack en montage thermo-frigo-pompe et machine à absorption sur les sites industriels ou pourquoi pas un réseau de chaleur et de froid pour une collectivité. Comme je vous l'avais dit, ne sont pas éligibles en tout ce qui est production électrique. On parle bien ici de vecteurs thermiques. Les projets de cogénération à partir d'énergies fossiles,
sauf si on peut faire une récup sur les fumées, par exemple. Et puis, dans ce cas-là, on regarde aussi le tarif d'achat de l'électricité produite. Il ne faut pas qu'elle soit indexée sur l'efficacité énergétique de l'installation. Ne sont pas éligibles, bien entendu, les équipements d'appoint secours, hein, puisque, bien entendu, pour une sécurité maximum, ces appoints secours sont encore voilà, à partir d'énergie fossile. Donc évidemment, on ne peut pas aider ce type d'équipement. Et puis, comme je vous l'avais dit, encore une fois, hein, tout ce qui est réglementaire, l'ADEME ne soutient pas ces projets. Et puis, depuis décembre 2019, une nouveauté aussi. Alors, on ne va pas parler de cumul, vous le verrez, mais plutôt d'articulation possible entre les certificats d'économie d'énergie et le fonds chaleur. Donc, vous le voyez, c'est vraiment une démarche progressive. Et déjà bien connaître son site à travers l'audit énergie. On parle de 10 à 25% de baisse de la facture énergétique, c'est considérable, surtout chez nous, ils sont très très énergivores. Agir sur cette efficacité, quand vous voyez que ne serait-ce que une fiche C2E sur un compresseur, on peut bénéficier d'une baisse de conso jusqu'à 15%, ça c'est vraiment des chiffres très parlants. Maintenant, nous, avec le fonds chaleur, on peut en plus vous aider sur la récupération de chaleur fatale. On est à plus de 100 TWh sur le territoire national. C'est des chiffres qui sont considérables. Et puis, bien entendu, aujourd'hui, on vous invite fortement à aller au-delà de ces mesures d'efficacité énergétique, mais de passer à des productions d'ENR, tout simplement. Aujourd'hui, on a des techniques éprouvées, ça fonctionne, que ce soit de la géothermie, de la méta, enfin, on a quand même des techniques bien éprouvées qui ne doivent plus faire peur aux industriels. Et puis, vous allez le voir, le fonds chaleur est doté de plus de 350 millions d'euros. Pour l'instant, notre portefeuille, on a encore de l'argent de l'État, donc il faut absolument en profiter. On travaille fortement en ce moment pour l'après-Covid sur un plan de relance. On a été sollicité par les ministères pour faire de nouvelles propositions. Donc, on va pouvoir aussi aider un peu plus largement, peut-être déplafonner certains systèmes d'aide, peut-être aller plus loin aussi sur des thèmes sur lesquels on ne pouvait pas trop approcher. Voilà. Simple exemple, qui n'a rien à voir là, mais depuis peu, là, on peut aider des études de faisabilité sur l'hydrogène. Donc, vous voyez, les choses se décantent un peu et je pense que d'ici ces prochains mois, on va pouvoir accompagner les industriels encore plus largement que ce que nous pouvions faire jusqu'ici. Alors, comme je vous disais, le fonds chaleur, ne serait-ce que sur la récupération de chaleur fatale, on peut aider le système de récupération de 30 à 50% sur l'investissement hors taxe, 30 pour les grandes entreprises et jusqu'à 50% pour les petites entreprises. Voilà, c'est quand même considérable. Les investissements sur les réseaux de chaleur, il faut compter en gros 50 à 60% d'aide. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que avec les aides au forfait, on peut même aller jusqu'à 100%. C'est un peu hallucinant, mais voilà, dans certains projets assez petits, notamment pour des collectivités qui récupèrent chez un industriel, le réseau peut être aidé jusqu'à hauteur de 100%.
Alors, un petit zoom sur la chaleur fatale, vraiment sur le système de récupération de la chaleur fatale. C'est vraiment encadré par 2 critères, qui est le taux d'aide maximum, donc je vous le disais, entre 30 et 50%, défini selon la nature des équipements, et puis le temps de retour brut sur ces investissements qui, après aide, doit être supérieur à 18 mois. Nous étions à 2 ans il y a quelque temps. Voilà, ce temps de retour est encore baissé à 18 mois, donc c'est plus que aidant. Voilà. Donc toute cette modalité, elles sont bien expliquées sur notre site Fonds Chaleur de l'ADEME. Nous, en région, nous avons un appel à projet qui est en fait au gré à gré au fil de l'eau. Il n'y a pas de date par rapport aux appels à projets nationaux pour les grands projets de biomasse notamment, les grandes installations solaires thermiques aussi. Mais en région, nous étudions les projets avec vous au gré à gré. Il faut nous contacter dès le début de vos investigations. Alors, concernant cette fameuse articulation des C2E et du fonds chaleur, donc, comme le disait Mathieu d'Ancre, suite à ce décret du 9 décembre 2019, je dis bien un cumul, mais un cumul est possible avec le fonds chaleur. C'est vraiment pour permettre la massification des réseaux de chaleur et puis des systèmes de récupération de chaleur fatale. Ces règles sont vraiment fixées par filière. Donc là, on va s'intéresser surtout au réseau et à la chaleur fatale, puisque c'est vraiment nos thèmes sur l'efficacité énergétique. Et ces règles sont vraiment bien expliquées dans les fiches descriptives des conditions d'éligibilité, c'est-à-dire que lorsque vous allez sur le site de l'ADEME Fonds Chaleur, vous verrez une entrée chaleur fatale, et il y a une fiche descriptive et les conditions ont été expliquées notamment pour les C2E. Alors, comme je vous le disais, articulation, c'est pas du cumul. Le cumul laisse entendre que on prend le max des C2E et le max de fonds chaleur. Forcément, on a des règles, on a des systèmes d'aide avec des maximums, donc on ne peut pas aller au-delà, même si les C2E ne sont pas une aide d'État. Mais et voilà, on reste quand même vigilant. Et puis vous verrez aussi avec Stéphane Andréani après que on a aussi des plafonds européens, donc il faut aussi rester sensé sur voilà sur les aides, notamment du fonds chaleur, puisque voilà, ce sont des aides d'État. Alors, en premier lieu, les aides du fonds chaleur et donc l'articulation avec les 2E sur les réseaux de chaleur. Pour les réseaux de chaleur dont l'énergie valorisée est inférieure à 12 gigawattheures par an, c'est dans le cadre du fonds chaleur, c'est de l'aide forfaitaire réseau. Comme je vous le disais, certains projets peuvent aller à 100%. Donc là, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'articulation C2E fonds chaleur, puisqu'on considère que ça reste dans des petites opérations et elles sont très fortement finançables et financées aujourd'hui. Bien entendu, il faudra que le porteur de projet atteste du renoncement à une aide complémentaire des C2E s'il demande du fonds chaleur. Mais ça, d'une façon un peu détournée, ça veut dire quelque part que le porteur de projet peut aller regarder et choisir s'il prend des C2E ou du fonds chaleur. Parce qu'il y a encore quelques temps, si une fiche standardisée existait, on ne pouvait pas lever du fonds chaleur. C'était les C2E en priorité. Bon, voilà. Donc, en dessous de 12 gigawattheures, c'est de l'aide fonds chaleur réseau forfaitaire. Donc, on ne peut pas ajouter du C2E. Ce qui nous intéresse là, c'est tout pour l'énergie valorisée au-delà de 12 gigawattheures. Donc, quand même des beaux réseaux de chaleur.
Concernant les fiches d'opération standardisées du bâtiment, hein, donc c'est les raccords, donc c'est la 127 et la 137. Ce sont en fait les raccordements des bâtiments tertiaires au réseau de chaleur et puis des bâtiments résidentiels au réseau de chaleur. Là, en regardant un peu, on a vu que l'incidence des C2E n'était pas non plus énorme. Donc, on peut cumuler les C2E avec le fond chaleur et en plus, les C2E ne sont pas intégrés dans l'analyse économique de l'ADEME. Donc, c'est un petit plus qui a été octroyé sur ces deux fiches standardisées. Donc, toujours hein, pour les réseaux supérieurs à 12 gigawattheures par an. Pour l'ancienne fiche réseau de chaleur 101, elle est nommée aujourd'hui réseau de chaleur 108. Donc, elle a été modifiée. Et cette fiche maintenant, donc c'est une aide au réseau de chaleur, C2E, elle est limitée maintenant à 12 gigawattheures. Donc, du coup, on repasse en haut. Donc, ça veut dire que si ça intéresse plus le bénéficiaire, ça sera du réseau, du fonds chaleur réseau. Donc là, encore une fois, on repasse en dessous de la barre des 12 gigawattheures. Donc, il n'y a pas d'articulation C2E fonds chaleur. C'est soit des C2E, soit du fonds chaleur pour cette fameuse fiche standardisée réseau de chaleur 108. Au-delà de donc pour des gros réseaux de chaleur, on peut faire une demande de C2E spécifique pour articuler les C2E et le fonds chaleur. Cette articulation, c'est là où le delta est intéressant pour le porteur de projet, notamment aujourd'hui avec des C2E qui montent à 7 ou 8 euros. C'est que nous, ADEME, on va tenir compte de l'aide C2E, mais avec un prix fixe de 5,5 € du mégawattheure CUMAC. Et c'est là où est l'intérêt pour les futurs bénéficiaires, ce delta entre 5,5 et puis les 7-8 euros. Donc, il faudra bien entendu, et ça c'est important, que la demande, que le dossier C2E et la demande C2E soit et débuté et fasse partie du dossier fonds chaleur. Voilà, il ne faudrait surtout pas commencer à s'interroger sur les C2E alors que le dossier fonds chaleur est en cours. Malheureusement, là, et c'est arrivé déjà en début d'année, ce ne serait pas éligible. Alors, il faudra, parce qu'on regarde, hein, nous, l'intérêt dans tout ça, c'est que sur un réseau de chaleur, le prix final pour le consommateur final, il y a quand même une baisse sensible par rapport à la solution fossile. Il faut vraiment que l'on puisse montrer que l'aide fonds chaleur et l'aide C2E, enfin l'aide C2E, le soutien C2E soit bénéfique au consommateur final et que sa facture subisse quand même une baisse importante. Donc, il faut vraiment cette attestation de répercussion des C2E sur le prix de vente de la chaleur au réseau. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels on s'appuie notamment pour... c'est un élément aussi que l'on demande pour le fonds chaleur. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Alors, l'aide fonds chaleur concernant la récupération de chaleur fatale. Donc, comme je vous le disais, tout ce qui est échangeur, valorisation, PAC, etc. Pour tout ce qui est chaleur fatale, il n'y a pas d'aide forfaitaire. Uniquement l'analyse économique dont je vous ai parlé, avec aide, bien entendu, on doit être au-delà du retour sur investissement au-delà de 18 mois. Alors, Mathieu Dancre nous parlait de 3 ans avec les C2E pour les ETS. Donc ça sera quelque chose sur lequel je vais un peu demander un retour, notamment au siège,
Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que cette articulation en 2020, donc cette année et puis certainement en début d'année prochaine, on est un peu à titre expérimental hein, pour voir comment ça se passe. Et puis ça sera encore certainement peut-être encore plus ouvert l'année prochaine par rapport à cette articulation front chaleur C2E. Donc sur chaleur fatale, pas d'aide forfaitaire, uniquement par analyse économique, mais qui est tout de même très intéressante parce que 18 mois, c'est quand même assez bas. Alors pour ce qui est des énergies valorisées inférieures à 6 gigawattheures par an, si une fiche d'opération standardisée existe, ce n'est pas éligible au fonds chaleur. Je parle par exemple de la fiche sur la récup sur compresseur. Sur les TAR, les tours aéro-réfrigérantes. Là, on ne va pas mettre de fond chaleur inférieur à 6 gigawattheures. On laisse les C2E sur ces opérations-là. Si c'est un dossier spécifique, ça sera soit des C2E, soit du fond chaleur. Tout simplement parce que inférieur à 6 gigawattheures, on connaît à peu près le degré d'investissement. C'est l'un ou l'autre, puisque les deux seront certainement très intéressants. Bon, peut-être plus les C2E au taux actuel. Ça, c'est à regarder de près. Bien entendu, si c'est une demande fonds chaleur, encore une fois, il faudra forcément un courrier qui atteste du renoncement au C2E. Il y a une exception pour les systèmes thermodynamiques, les PAC, les groupes à absorption. On peut articuler, donc on peut mettre du fonds chaleur avec des C2E parce qu'on considère que ce sont des investissements assez lourds et voilà, ça fait hausser la, la facture et malheureusement certaines opérations de récup étaient quand même très intéressantes, mais trop bas en température. Et puis, lorsqu'on entre une solution de remontée de système thermodynamique, bien voilà, économiquement, ça passe plus quoi. Donc, c'est pourquoi il y a une exception pour les PAC. Alors, pour les plus gros projets, donc supérieurs à 6 gigawattheures par an, là, on a une articulation C2E fonds chaleur. Donc, encore une fois, l'intérêt, ça sera de bloquer l'aide C2E au prix de 5,50 €. Et puis, à travers l'analyse économique, comme je vous le disais, c'est une articulation puisque on mettra donc ce prix de 5,5 € pour les C2E et on articulera notre fonds chaleur pour ne pas aller en dessous de ces fameux 18 mois. Et voilà, on baissera du coup notre aide fonds chaleur s'il faut le faire parce qu'on considère que le temps de retour est quand même trop rapide. Ce qu'il faut bien savoir dans tout ça, c'est que notre deal à l'ADEME, c'est vraiment de faire sortir les projets, c'est de valoriser un maximum de chaleur. Donc, on est plutôt aidant pour travailler au maximum du soutien financier que l'on peut faire. On ne va pas s'amuser à donner 25% si on est autorisé à aller à 35%. Donc voilà, c'est un travail que l'on fait avec le futur bénéficiaire en regardant son compte d'exploitation. Et vraiment, notre intérêt à tous, c'est que les projets se montent. Je vous cite deux exemples donc, qui n'ont pas bénéficié de ces C2E à l'époque, hein, puisqu'ils datent d'il y a 2 ans, mais simplement deux exemples différents. Donc là, on est chez Indaver à Lone Plage et ils se sont vraiment installés autour de deux industriels qui avaient besoin de leur un côté leurs déchets et puis de leur vapeur. Donc c'est vraiment une opération hyper gagnant-gagnante. Donc Indaver traite des déchets de chlore. Donc ils se sont installés à côté d'Ecophos, hein, qui a des besoins de chlore pour son process de production de phosphate.
Et puis, de l'autre côté, c'est vraiment, ils sont en bordure de propriété, hein. De l'autre côté, ils fournissent leur trop-plein de vapeur. Donc, 90 gigawattheures par an de vapeur chez Ryssen Alcool, donc une très belle opération où voilà, les industriels se font confiance et profitent des uns des autres. Donc, certains industriels commencent à s'interroger sur des échanges avec leurs voisins. Donc ça, voilà, ce sont des très belles opérations sur lesquelles il faut communiquer pour montrer que ça existe et surtout que c'est tout à fait faisable. Et puis là, c'est plutôt une opération publique-privée, hein, puisque c'est le futur réseau de chaleur de Béthune, où on va aller chercher la chaleur de l'incinérateur d'ordures ménagères à hauteur de 30 gigawattheures. Et puis aussi, on va aller chercher avec donc Gazonor le gaz de mine à hauteur de 30 gigawattheures, donc un beau retour sur l'histoire, puisque les citoyens de Béthune vont profiter de ce gaz de mine qui part aujourd'hui aux petits oiseaux pour leur réseau de chaleur. Donc un grand réseau de 30 km quand même. Et puis on arrivera à un taux de NR intéressant à hauteur de 71%, qui va aussi s'amplifier dans le temps avec avec une captation supplémentaire sur le CVE. Voilà. Il y a des fiches retour d'expérience en ligne sur le site de l'ADEME qui sont très bien faites. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller les consulter. Donc des REX, hein, des retours d'expérience sur les récupérations de chaleur fatale et des valorisations aussi bien en interne qu'en externe, soit pour un réseau de chaleur d'une collectivité ou soit pour un réseau entre industriels. Donc ça, il ne faut pas hésiter à les consulter et puis même aller demander des visites. Ça, on peut éventuellement organiser ce genre de choses. Voilà, vous retrouvez sur ce slide les principales informations, surtout notre site sur le fonds chaleur, des vidéos et des plaquettes sur un site qui est performance énergétique en industrie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des appels à projets nationaux qui sont en cours et qui sont intéressants, notamment tout ce qui est innovation industrielle et des nouvelles solutions. Il ne faut pas hésiter à aller les consulter régulièrement. Et puis, voilà, le site ADEME CETIA aussi qui est dédié à la récup. Et puis, bien entendu, vos interlocuteurs hein, à l'ADEME, hein, que ce soit moi sur la chaleur fatale ou plutôt mes collègues d'Amiens qui sont sur des productions de NR biomasse. Donc, on est vraiment là pour vous accompagner dès le départ, hein, surtout dès le départ, à travers déjà des études hein, de faisabilité et puis tout le long du projet, bien entendu, tout le long du projet jusqu'au sol de l'opération et au suivi derrière de l'opération, ce qui reste très intéressant pour nous aussi et puis pour vous parce que du coup, on communique. Voilà, et je vous remercie. Merci Herminie. Alors, on dérape un petit peu dans le temps, mais je pense que c'est pas très très grave. Merci en tout cas parce que c'était important d'avoir cette vision sur le fonds de chaleur et puis comment ça peut s'articuler avec les C2E. Donc, on a bien compris que c'était pas toujours simple, mais ce qui est important, c'est de mener les démarches ensemble et de pas faire l'impasse de l'un pour l'autre. Pour être sûr de pouvoir bénéficier des deux quand c'est possible. Exactement, ça c'est vraiment, c'est tout notre intérêt de faire en sorte que les projets sortent. Donc, si on peut mettre des C2E ou plus de fonds chaleur, on le fera, bien entendu. Voilà. Alors, le dernier volet, c'est les fonds FEDER. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane Andréani, qui est conseiller technique à la direction de l'Europe au Conseil régional des Hauts-de-France. Donc, bonjour Monsieur Andréani, je vous laisse la parole. Bonjour Jean, bonjour Herminie, bonjour à tous. Approchez-vous du micro. Hein. Ah. Voilà, est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui, bon. Bon, moi alors mon intervention sera très rapide puisqu'en fait, je dirais, nous travaillons au niveau du FEDER, Hauts-de-France, mais au-delà, je dirais, chacune des autorités de gestion régionale sur le fonds de développement, le fonds européen de développement régional travaille en étroite concertation et quasiment dans une gouvernance commune avec je dirais avec l'ADEME et les directions régionales de l'ADEME. Donc finalement, ce qui, bon, je fais mien, je dirais, la présentation qui a été effectuée par Herminie de Frémaville, puisque nous travaillons effectivement ensemble donc sur le financement des projets de récupération de récupération d'énergie et d'énergie renouvelable, je dirais de la même façon, donc sur le schéma qui vous a été présenté. Simplement, bon, par ailleurs, nous sommes au niveau des fonds européens dans une période qui est charnière, puisque la période actuelle, avec l'ensemble du corpus réglementaire actuel, donc je dirais, se termine, puisque nous sommes sur la période 2014-2020, donc cette période est finissante. Donc là, nous mobilisons aujourd'hui des queues de crédit pour pouvoir financer les projets. Avec effectivement, Herminie l'a rappelé, donc bon, 20 millions de FEDER qui ont été mobilisés sur ces sujets. Ce qui traduit quand même donc en aide directe non remboursable, ce qui traduit, je dirais, un certain succès, qui est dû notamment à une animation commune entre l'ADEME et la région, qui est dû, je dirais également, à un travail de qualification des projets communs entre les deux acteurs. Actuellement, bon, se négocie au niveau européen la mise en place de la prochaine période, donc 2021-2027. Il y a des propositions de règlement, mais à ce jour, rien n'est calé. Bon, et puis, soyons clairs, la crise soudaine liée donc à la pandémie du Covid-19 a rebattu largement les cartes. Donc des choses qui n'étaient pas envisagées, je dirais, il y a encore 3 mois, bon, sont aujourd'hui sur la table avec effectivement aussi des mobilisations financières qui sont, je dirais, assez hors du commun. Voilà, donc vous voyez un contexte qui est très évolutif à l'heure actuelle, mais pour lequel on peut dire aujourd'hui que nous continuerons en tout état, bon, que les sujets d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable et de récupération d'énergie dans le domaine industriel sont de toute façon, j'allais dire, des sujets qui seront reconduits sur la prochaine période. On peut également dire que ce sont des projets qui prendront une place de plus en plus importante parce que la question du modèle énergétique et au-delà du modèle énergétique, la question de la ressource matière est un sujet qui est de plus en plus au centre des préoccupations pour améliorer la compétitivité des entreprises européennes. Et je dirais donc à la fois mis au centre à travers le Green Deal, mis au centre, je dirais, à travers le plan de relance européen, et je dirais mis au centre à travers, je dirais, les différentes politiques, les différents sujets de politique de cohésion, avec, je dirais, une ouverture donc relative au fonds de transition juste qui est en cours de négociation actuellement, qui est distinct du FEDER, mais qui va intervenir en complémentarité, notamment au niveau des industries qui sont soumises aux quotas carbone. Donc, pour peut-être repréciser les choses, au niveau du FEDER régional, nous pouvions financer les industries
qui sont inscrites dans les quotas carbone pour des projets qui ne les plaçaient pas dans une position plus favorable sur le marché carbone. Voilà. Donc là, aujourd'hui, le Fonds de transition juste est un outil qui est dédié spécifiquement au financement de projets de ces industries, mais pour des projets qui clairement les replaceront cette fois dans une position plus favorable sur le marché des quotas carbone, des quotas de carbone. Donc, voilà un petit peu brossé à grands traits le contexte. Ce que je peux vous dire en termes de cumul entre les C2E et le FEDER, bon, je dirais que mon propos sera assez analogue à celui d'Herminie. Effectivement, il y a une ouverture qui est introduite avec le décret de décembre 2019. Bon, au-delà de ça, ce que l'on peut rappeler, c'est qu'effectivement, les C2E ne sont pas une aide d'État, mais c'est une recette. Donc, ce qui veut dire que le FEDER, et comme toute aide publique directe non remboursable, intervient je dirais, au regard d'un déficit de financement qui est déterminé sur la base d'une analyse économique dans lequel, je dirais, vient se greffer le C2E. Donc, il y a bien une complémentarité qui est introduite dans le calcul de la volumétrie d'aide publique à accorder au regard du déficit de financement qui est déterminé par rapport au coût du capital généré par l'investissement, d'une part, et la rentabilité de l'industriel. Alors, rentabilité qui est aussi observée par rapport au secteur, je dirais, du marché, de l'intervention dans lequel évolue l'industriel. Donc, je dirais, voilà quels étaient principalement je dirais, mon propos. C'est finalement le FEDER et C2E, il y a une compatibilité. Les deux ne sont pas exclusifs. En revanche, il y a, je dirais, la nécessité toujours d'introduire la dimension d'équilibre économique et au regard d'une rentabilité conforme à celle du marché pour pouvoir mobiliser l'aide publique. Alors, je précise que ça, c'est un élément qui entre en ligne de compte pour les aides publiques directes non remboursables, donc les subventions. Lorsque le FEDER intervient à travers des instruments financiers, alors que ce soit des instruments financiers de type prêt, garantie, généralement dette, ou des instruments financiers type prise de participation ou quasi-participation, je dirais l'approche est un peu différente parce que le FEDER, dans ce cas-là, intervient en investisseur avisé. Donc, je dirais, on est davantage là, on est dans une autre logique, on intervient dans une autre, au regard d'une autre problématique, et cette fois-ci une prise de participation. Je dirais qui est une intervention, j'allais dire bancaire, de type bancaire, beaucoup plus classique. Et là, effectivement, le C2E s'insère dans un plan d'affaires, contribue à rentabiliser l'opération, et je dirais là, le FEDER intervient davantage en réduction du risque que véritablement pour augmenter une rentabilité qui doit être préexistante pour pouvoir répondre aux conditions d'intervention d'un instrument financier. J'ai résumé à grands traits. Bien évidemment, si nous nous revoyons d'ici 6 mois, 1 an, on aura un corpus réglementaire beaucoup plus solide à vous proposer au titre des fonds européens, mais qui sera, je dirais, assez analogue au titre du FEDER à ce qui vous a été présenté par Herminie. L'enjeu se situe davantage aujourd'hui dans la mise en place du fonds de transition juste qui répond à des conditions d'éligibilité, qui devrait répondre, j'emploie toujours le conditionnel, à des conditions d'éligibilité bien précises parce qu'il est dédié aux industries fortement émettrices de gaz à effet de serre, d'une part, et au-delà, le plan de relance européen
donc avec une mobilisation subventionnelle, je dirais, qui sera financée finalement par la titrisation de dette, et qui, je dirais, là également, va amener d'autres considérations pour les industriels concernés. Merci à vous. Merci beaucoup Stéphane Andréani. Donc on a bien compris cette complémentarité finalement de nature du FEDER avec les C2E, et en même temps cette question que le FEDER est à renouveler avec la période 2021-2027. Donc des choses sont en attendre. Alors il est 10 heures, on va clôturer notre webinaire. Je vais rappeler à l'écran l'ensemble de nos intervenants pour d'abord les remercier. Donc, merci Mathieu d'Ancre, Herminie, je sais pas si, oui voilà, vous réapparaissez, Herminie de Fréminville et Stéphane Andréani. Je n'ai pas dit deux, trois choses, c'est que dans nos assistants, alors vous avez compris, pour l'énergie, on est une structure d'animation des filières énergie dans les Hauts-de-France, mais il y avait beaucoup de participants qui venaient d'autres régions, donc je voudrais les saluer. Ça, c'est une première chose. Vous rappelez aussi que Pôle Énergie édite une newsletter, et dans la dernière newsletter, vous allez retrouver un article qui pose un certain nombre de choses que Mathieu d'Ancre a pu évoquer tout à l'heure. Donc voilà le numéro. Donc si vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez nous la demander par mail et on vous l'enverra. En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que ça soit l'ADEME, que ça soit le Conseil régional des Hauts-de-France, que ça soit Greenflex, que ça soit aussi à notre mesure Pôle Énergie, on est là pour vous aider tous à cristalliser vos projets, donc à vous aiguiller. Greenflex est un opérateur qui peut mener votre démarche de décarbonation, donc vous pouvez prendre contact avec eux en direct. Donc, ce que nous ferons, c'est que nous enverrons les contacts des participants à l'ensemble des intervenants. Vous pourrez les solliciter en direct ou au travers de nous si vous le souhaitez. On peut vous aiguiller dans les questions aussi et vous obtenir les rendez-vous dont vous pourriez avoir besoin. Alors, cette vidéo, ce webinaire, on le mettra sur notre site également. Donc, si vous avez besoin de réécouter à un moment donné telle ou telle partie, vous pourrez le faire. Ça va prendre quelques jours, mais on va le faire dans la semaine qui vient. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a un petit questionnaire qui, dès que vous allez couper le son, qui va vous être proposé dès que vous allez couper le webinaire. C'est 3-4 questions parce que c'est un style un peu nouveau que l'on inaugure suite à la crise sanitaire, de faire des webinaires plutôt que des breakfasts de l'énergie ou des rencontres en présentiel. Donc, c'est important que vous puissiez nous dire si le rythme vous va, si ça se passe comme vous voulez en termes de qualité et d'apport et de contenu. Voilà, encore une fois, merci à nos intervenants. Pardon pour le léger retard. Je ne sais pas si je rends l'antenne à Cognac G, mais en tout cas, je vous dis au prochain webinaire et merci encore à tous.